parler d'une question qui me tient à cœur depuis longtemps, qui concerne l'enseignement de la sociologie rurale à l'université et la manière dont elle a disparu en 2012. Disparu de manière tragique, alors qu'elle est vraiment d'une importance très très appréciable. Et je ne voudrais pas faire une présentation au sens classique, on l'entend, c'est-à-dire portant sur quelque chose de très précis, où je vais apporter des données, des informations, etc. En fait, je vois plus ça comme un témoignage d'un parcours personnel, où en novembre 1973, c'est-à-dire il y a à peu près 50 ans, j'avais commencé des études de sociologie à l'université d'Alger. Et donc, depuis, j'ai assisté à des changements, à des réformes, à tout un parcours de l'enseignement de sociologie où je suis intervenu après comme enseignant, en passant un peu par tous les grades, depuis poste d'assistant jusqu'au poste de prof, il y a quelques années. Alors donc je vois ça beaucoup plus comme un témoignage de la manière dont les sciences sociales ont évolué, comment elles ont été absorbées dans le cadre d'un processus de changement important, et comment la sociologie, elle aussi, a connu un devenir dans ce sillage qui concernait les sciences sociales en général, et comment la sociologie rurale, qui a été le parent pauvre de la sociologie, a tout simplement disparu dans un contexte particulier. Donc c'est un peu ça, c'est un témoignage plus qu'une communication sur ces questions-là. Alors la question que je me pose, je me suis posée hier, parce que jusqu'à hier, j'hésitais encore sur ce qu'il fallait dire. Il y a tellement de choses à dire sur cette question de l'extinction de la sociologie rurale. Et ne connaissant pas très bien le public qui est en face de moi, je ne voulais pas imposer des choses qui relevaient de la sociologie à un public, ça n'intéressait pas forcément. Donc j'ai voulu élargir un peu le débat en posant une question toute simple. C'est la manière dont, en une cinquantaine d'années, les sciences sociales, considérées à l'époque comme des disciplines critiques, engagées dans un processus de développement, sont aujourd'hui marginalisées, dans un statut globalement dévalorisé. Et c'est mon opinion qui n'engage que moi. N'ayez pas peur, ne croyez pas que vous êtes dévalorisé. Mais c'est le statut des sciences sociales qui se trouve dévalorisé au regard de l'évolution qu'ils ont connue. Alors, les sciences sociales, avant tout, c'est une approche critique de l'ordre social. Que l'on soit historien, sociologue, psychologue, politologue, économiste, il y a toujours une approche critique de l'ordre économique et social. Et donc, cette dimension critique, comme vous le savez, au fil des siècles, a déterminé, elle aussi, des dynamiques historiques. Je ne vais pas revenir sur la question de l'apport des philosophes des Lumières qui ont été un peu à la base des réflexions, des conclusions, des écrits, des pensées qui ont déterminé les révolutions en Europe au XVIIIe siècle. Plus près de nous, les idées de Marx et Engels, qui sont des sciences sociales, il ne faut pas l'oublier, ont marqué un peu la composition du monde au XXe siècle, qui a été derrière la création de l'Union soviétique, de la Chine moderne, etc. Et je pense aussi, par exemple, à une dynamique historique très particulière qui a eu lieu en mai 68, qui a failli faire basculer la France dans le clan des démocraties populaires à l'époque. Et c'était un mouvement qui a été animé
par pas mal de sociologues, dans Bourdieu, Edgar Morin, Michel Foucault, etc. Donc il y a un lien très fort entre les sciences sociales et les dynamiques sociales et historiques. Donc c'est la réflexion permanente, les idées qui évoluent en permanence aussi, qui ont un peu marqué l'histoire récente de l'humanité. Alors chez nous, donc, les sciences sociales, comment vont-elles et par quoi ont-elles été marquées? Je vais revenir dans le cadre du petit témoignage dont je voudrais vous faire part sur des étapes auxquelles j'ai assisté et qui ont marqué, à mon sens, l'évolution et le statut des sciences sociales dans notre pays. Il y a eu d'abord en 1970 une réforme de l'enseignement supérieur, une réforme très importante pour ceux qui s'en souviennent, qui avait été initiée par un ministre qui s'appelait à l'époque Boumediene, ou la houlette de Boumediene lui-même, et qui voulait faire de ceux qui appartiennent aux sciences sociales des cadres engagés dans le processus de développement. C'était une première tentative donc de caporalisation en quelque sorte des sciences sociales. Et ça a donné lieu à... Ça marche? Ça a donné lieu à la mise en place de principes importants à l'époque, dont celui de la démocratisation de l'enseignement supérieur, qui a permis l'accès massif à l'université à un nombre important d'étudiants issus de milieux qui en étaient privés. Un peu par la force du colonialisme et tout ce qui s'en est suivi. Donc cette démocratisation de l'enseignement supérieur a eu lieu en même temps que la mise en place d'un principe qui s'appelait l'organisation scientifique et technique, l'orientation scientifique et technique, pardon, qui avait permis d'organiser un peu l'accès aux filières de l'enseignement supérieur à l'époque. Bon, pour utiliser un langage simple, avec un bac lettres avant 70, on pouvait faire médecine. Par exemple, on pouvait faire architecture. À partir de 1970, de cette réforme, a commencé la canalisation des bacheliers vers des filières. Donc a commencé cette première action de planification d'orientation scientifique et technique. Et donc, qui a donné lieu à l'orientation tout à fait mécanique, si j'ose dire, des titulaires de bachelier du bac lettres vers les sciences sociales, vers les lettres, vers le droit, etc. Et donc, cela a produit, au fil des ans, l'ouverture des sciences sociales aux bacheliers, donc les plus faibles. Les plus faibles, pourquoi? Ce n'est pas un regard méprisant, mais dans les conclusions de la sociologie de l'éducation, il y a toujours un processus de sélection basée sur l'origine sociale. Bon, Bourdieu va dire que l'origine sociale détermine les chances d'accès à l'enseignement supérieur, ce qui fait que les personnes issues des catégories les moins favorisées iront vers des disciplines plutôt que d'autres. Ceux qui vont faire les grandes écoles, par exemple, sont issus de milieux favorisés, etc. Donc, au fil des ans, par ce principe d'orientation scientifique et technique que j'appelle la sélection inversée, c'est-à-dire qu'on a sélectionné par le bas les gens qui vont vers les sciences sociales. Le bac de cette année, par exemple, à 10-0-0, vous pouvez faire un tronc commun sciences humaines ou un tronc commun sciences sociales, etc. Vous n'avez aucune chance, vous n'avez rien d'autre à faire. Simplement, j'ai une petite nièce qui a eu un bac 10-0-0. Elle a été orientée vers ce tronc commun de sciences sociales qui conduit vers la formation de sociologues, de psychologues, etc.
Alors c'est déjà un premier repère important. Dans les années 80, s'est passé un autre phénomène qui a marqué de son empreinte les sciences sociales, c'est l'arabisation. L'arabisation de l'enseignement, qui a eu lieu au gré d'une décision du comité central du FLN à l'époque, qui avait décidé d'arabiser l'enseignement des sciences sociales. Ce n'était pas un décret ministériel ou une décision provenant du staff du ministre de l'Enseignement supérieur, mais c'était pendant une réunion du comité central. Parmi les résolutions figurait cette question d'arabisation des sciences sociales. Et donc, ça a donné une nouvelle situation, alors que jusqu'en 70, il existait pour chaque discipline de sciences sociales une filière en arabe et une filière en français. Moi, je me souviens. Alors, ce qui s'est produit, même si cela peut relever un peu du sens commun, parce que très peu d'études ont été faites là-dessus, l'arabe utilisé pendant l'enseignement des sciences sociales était un arabe proche de l'arabe dialectal. Alors que l'arabe académique ne l'était pas. Et vous savez mieux que moi que les sciences sociales utilisent un peu la langue que l'on parle, mais en utilisant des concepts très précis qu'il faut utiliser dans un contexte particulier qui ont été produits dans le cadre d'un procès de production des connaissances qui fait que ce sont des concepts que l'on utilise et qu'il faut maîtriser. Maîtriser avec beaucoup de rigueur, j'insiste beaucoup là-dessus. Donc quand on se met à utiliser des concepts en arabe dialectal, au vu de ma propre expérience, n'oubliez pas que c'est un témoignage. Donc cela a donné au fil du temps une dilution de l'outillage conceptuel sociologique et aussi dans les autres sciences sociales. Donc ça a marqué les années 80. Donc, on est passé d'une situation où on avait accès à une documentation en français en particulier, etc., à une situation où très peu de documents existaient en langue arabe. Et donc ça a produit une sorte de rupture. J'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Donc en 90, les sciences sociales ont été victimes de la crise sécuritaire. Je ne vais pas m'étaler beaucoup sur ça, mais il y a deux points à mon sens qui sont importants. C'est que la crise sécuritaire a créé un tel climat à l'université suite à des assassinats, par exemple dans le champ des sciences sociales. Il y a une liste funeste, à commencer par le sociologue rural de Luna, le susceptible d'Ahmou, en passant par Gilles de sans oublier Boukhobza, qui est le père de la sociologie rurale en Algérie, etc. Et en même temps, l'exil de nombreux autres enseignants-chercheurs issus des sciences sociales, ce qui a contribué donc à une sorte de frein à la recherche dans ce domaine. Et bien entendu, les enquêtes de terrain et les recherches de terrain étaient devenues très difficiles, en particulier dans les zones rurales. En termes de décades aussi, dans 80, 90, 2000, les sciences sociales sont devenues la proie d'une administration dirigiste. Dirigiste, c'est-à-dire que l'incursion de l'administration dans le scientifique et le pédagogique a donné lieu à une situation tout à fait particulière où les sciences sociales ont connu, de par cette chose, entre guillemets, une situation nouvelle. Et cela ne concerne pas seulement les sciences sociales. L'administration dirigiste a touché aussi les autres disciplines au sein de l'ensemble des universités. Alors, quid de la sociologie rurale? Avant de passer à la sociologie rurale, alors là, la sociologie rurale, dans tout ça,
qui se pose comme hypothèse principale une question relative aux sociétés paysannes, qui se caractérisent par leur cohérence interne et par leur spécificité et leur rapport à la société globale. C'est un peu ça qui a fait le moteur de la recherche en sociologie rurale, que ce soit avec Mandras par exemple, qui s'est intéressé au passage donc du statut de paysan à celui d'agriculteur, etc., et comment les paysans ont été absorbés par la société globale, et comment aujourd'hui nous pouvons vivre un phénomène comparable. Donc je ne peux pas vous laisser sans chiffres et sans données, mais elles sont toutes simples. Je vous invite à contempler un peu ces petits graphiques qui donnent la structure de la population algérienne de 1962 à 2008. Donc 2008 marque la fin des recensements généraux de la population et de l'habitat. Ça, vous le savez. Le dernier recensement qui a eu lieu en novembre n'a pas été publié, et je pense qu'il ne le sera jamais non plus, puisque ça a trop duré. Donc, de 62 à 2008, ce qui est en bleu représente la population rurale, et ce qui est en orange représente les populations urbaines. Vous voyez donc comment les populations urbaines sont devenues majoritaires au fil du temps, même si la question du rural par rapport à l'urbain et de sa définition pose un réel problème. Nous avons des définitions faites par des statisticiens. Les statisticiens de l'ONS ont établi une liste d'environ 1300 communes considérées comme communes rurales en 2008, et une commune rurale était considérée comme telle lorsque 50% de la population vit de l'agriculture et lorsqu'il y a un taux de dispersion de l'habitat particulier qui implique 200 mètres de distance entre chaque logement. Alors 15 ans après, les choses ont bien entendu changé, et il y a lieu vraiment de réfléchir sur les critères de la ruralité. C'est pour ça que je suis très heureux qu'aujourd'hui on parle un peu de cette chose dont il n'a pas été question depuis longtemps. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'entre 62 c'est une projection démographique du recensement qui a été fait en 54, c'est le dernier, qui donne à peu près 80% de la population en milieu rural et 20% en milieu urbain. Une quarantaine d'années après, le rapport est inversé. Domination importante, très importante des populations urbaines par rapport aux populations rurales. Et je suppose que si on avait eu les résultats du recensement de 2022, les choses auraient été encore plus marquantes. Il faut noter, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus, c'est que la domination des populations urbaines par rapport aux populations rurales a pris plusieurs siècles en Europe. En Angleterre, par exemple, c'est un processus qui a pris 5 siècles. En France, il a été un peu accéléré par la Révolution de 1789, mais il y a 3 bons siècles au cours desquels ce renversement a eu lieu. Chez nous, ça a pris une quarantaine d'années. C'est-à-dire, c'est un véritable coup de fouet à la société. Et ce renversement démographique spectaculaire, quand on sait qu'à l'échelle mondiale, l'alignement des deux courbes, population urbaine, leur alignement a eu lieu en 2015. C'est-à-dire que depuis que le monde est monde, ce n'est qu'en 2015 qu'à l'échelle mondiale, les populations rurales et urbaines, du point de vue de la révolution, se sont alignées sur une même courbe. Donc ce renversement a donné lieu à des mutations sociales très importantes, certainement très importantes, mais pas suffisamment étudiées, voire méconnues. Alors la complexité de ce renversement démographique, à mon sens, est au cœur de la sociologie rurale.
Pourquoi elle est au cœur de la sociologie rurale? Parce que la population est passée du monde rural au monde urbain. Et lorsque, par exemple, Bourdieu parle de perte des repères spatiaux et temporels comme facteur déterminant du changement social, là aussi, si en 40 ans, disons, plus de la moitié de la population vivait dans les campagnes ou se retrouve en ville, il y a forcément des choses qui sont liées à ce phénomène de repères spatiaux et temporels. Et ces questions qui ont été étudiées cas un cas par la sociologie rurale, qui étaient enseignées uniquement à l'université d'Alger. Aucune autre université algérienne ne comprenait cette spécialité. Enseignée donc uniquement à Alger, elle a été passée à la trappe en 2012 dans un processus marqué par deux choses, à mon avis. C'est le statut des sciences sociales, tel qu'on vient de le voir, et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, la stigmatisation du monde rural. Stigmatisation, je la mets entre guillemets parce que c'est une chose qu'il faut creuser. La stigmatisation de ce monde rural a donné lieu à la dissimulation de l'intitulé de la spécialité. En 1990, elle a été intitulée Sociologie de l'alimentation et du développement agricole. C'est comme s'il y avait une sorte de honte à parler de sociologie rurale. Je me souviens à l'époque qu'il fallait convaincre, attirer les étudiants vers cette discipline qui a servi de réceptacle aux étudiants qui avaient les plus mauvaises notes, si j'ose dire. Donc, alors, l'un dans l'autre a fait que la sociologie rurale a connu le destin qu'elle a connu, malgré ces problématiques extrêmement importantes, ces questions de ruralité, de citadinité, d'urbanité, qui constituent des thèmes particulièrement porteurs, les thèmes donc de ruralisation des villes, d'urbanisation des campagnes, de rapport à l'activité agricole. Ces thèmes-là ne peuvent être dissociés des processus de changement social marqués par ce que j'ai dit tout à l'heure, de nouveaux repères spatiaux et temporels pour une très grande partie de la population. J'espère ne pas avoir fermé les pistes comme l'a souhaité, enfin, chose que ne souhaitait pas mon ami et collègue professeur Daoudi. Je voulais tout simplement donc faire une sorte de témoignage autour de cette question et je vous remercie. Moi, je ne travaille pas beaucoup sur la ruralité, donc j'ai essayé de trouver un lien. Vous allez peut-être constater que je ne réussis pas forcément à créer ce lien, à mettre en évidence ce lien. Donc vous allez m'excuser si les liens ne sont pas si évidents que ça ou que j'arrive pas à les mettre en évidence. Donc je vais vous présenter un peu une communication dans laquelle j'essaie de mettre en évidence une idée principale qui est que ces 30 dernières années, l'agriculture a connu un développement considérable. C'est ce que nous avons étudié les 20 dernières années à travers les différents travaux que nous avons menés au département d'économie. Et c'est l'un des éléments importants, les éléments clés de cette dynamique agricole, c'est l'émergence d'une catégorie ou de nouvelles catégories plurielles d'exploitants agricoles qui ont un rapport différent à la ruralité et qui aujourd'hui questionnent justement le rapport de l'agriculture à la ruralité, le rôle de l'agriculture dans l'espace rural. Du moment que l'agriculture n'est plus pratiquée que par les ruraux et qu'il y a aujourd'hui une catégorie d'agriculteurs qui n'ont aucun rapport à la ruralité. Et donc ça questionne aussi donc ce rapport agriculture-ruralité qui est fondamental, qu'on a rappelé tout à l'heure, c'est Ben Moussa, de tout ce qui est notion de la ruralité. Alors permettez-moi de rappeler quelques évidences. Je sais que tout le monde connaît ça, mais je le rappelle quand même pour un peu asseoir un peu le décor. Alors, la ruralité, comme j'ai dit tout à l'heure, la ruralité n'est pas homogène. Il y a la ruralité profonde, enclavée. Il y a les territoires ruraux profonds enclavés qui sont complètement différents
du rural proche urbain, périurbain, qui ont des dynamiques de développement et donc des problématiques dans ces deux types de ruralité. Donc on ne peut pas parler de ruralité au singulier, mais c'est ruralité au pluriel. Les réalités sont différentes et les problèmes qui se posent dans les territoires ruraux éloignés sont complètement différents de ceux qui sont à côté de la ville. Dans la ruralité profonde, les leviers de développement alternatifs à l'agriculture, en Algérie, n'ont pas beaucoup fonctionné. Et donc, on se retrouve avec des territoires ruraux enclavés qui sont aujourd'hui dans des situations de crise, de difficulté, parce que, et pas tous, là où l'agriculture a fonctionné, la dynamique a pris, là où l'agriculture n'a pas fonctionné, la dynamique n'a pas beaucoup pris. Donc, le rôle de l'agriculture dans les territoires ruraux éloignés reste important comme levier de développement dans ces territoires. Un autre élément que je voudrais aussi rappeler, qui est une connaissance commune, c'est le développement, comme je viens de le dire, de l'agriculture. Ces 30 dernières années, un développement considérable. L'agriculture, selon les statistiques officielles, aurait connu un taux de croissance annuel moyen supérieur à 5% durant les 20 dernières années. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup, après on donnera quelques indicateurs, beaucoup de développement agricole, sauf que ce développement, là aussi, il est nuancé. Ce ne sont pas toutes les filières qui se sont développées au même rythme, et ce n'est pas tous les territoires ruraux qui ont connu des dynamiques agricoles. Donc, le développement agricole a été localisé et est localisé. Et puis, dernier point, c'est les modèles d'agriculteurs qui se développent, n'ont pas tous le même poids ou importance ou impact sur la ruralité. C'est ce que présentait tout à l'heure le professeur Ben Moussa sur... alors, j'ai repris le mot crise rurale. J'ai relu le SNAT récemment, et le SNAT qui a été élaboré en 2010 parle de crise rurale. Ça n'a pas été développé, ni défini correctement, mais on parle de crise rurale. C'est en soi un concept qu'il faut peut-être discuter. Est-ce qu'il y a crise rurale, est-ce qu'il y a mutation rurale? Je reprends le terme et j'essaie de donner quelques indicateurs. Premier élément de ce déclin qui est repris, c'est le déclin démographique. De cette crise, c'est le déclin démographique au niveau des espaces ruraux. Et on a un double déclin. D'abord, il est relatif, comme l'a très bien dit le professeur Ben Moussa tout à l'heure, c'est-à-dire que la part de la population agricole dans la population totale est en baisse depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui. On est aujourd'hui, je reprends les données de la Banque mondiale, qui font des simulations à partir de 2008 et qui continuent donc jusqu'à... On est à 75% d'urbains apparemment selon ces données. Mais plus grave encore, depuis un moment... Alors, lorsqu'il y a une baisse relative de la population, il y a une augmentation absolue de la population. C'est-à-dire la part baisse, mais le nombre des habitants des espaces ruraux augmente quand même. Depuis 1962 jusqu'à tout récemment, jusqu'à 2014-15. Et le déclin absolu de la population rurale ne commence que tout récemment. Et là, on a un double déclin de la démographie rurale. Un déclin relatif qui est ancien et qui a commencé depuis l'indépendance. Il y a un déclin absolu qui a commencé ces dernières années, qui a de moins en moins de ruraux aujourd'hui. Et la question est de voir, il y a plusieurs mécanismes à travers lesquels ce déclin se fait, l'immigration, mais l'immigration locale, pas nécessairement l'immigration traditionnelle, telle qu'on la connaît, etc. Donc c'est l'un des éléments qui mérite d'être expliqué, de voir ses conséquences. Un deuxième élément de la crise rurale, c'est la pauvreté rurale. Tous les indicateurs, je reprends ici des statistiques qui ont été publiées par Bodidja et Bouzid, sur les critères multifonctionnels de la pauvreté en Algérie, par région, et on voit que dans les 5 zones de l'Algérie, donc le nord, le nord-centre, le nord-ouest, le nord-est, le haut plateau et le sud, toujours les zones rurales ont des indicateurs de pauvreté largement supérieurs à la moyenne de la région où ils se trouvent. Donc il n'y a pas que la disparité nationale, y compris région par région, les urbains vivent mieux que les ruraux, il y a moins de pauvreté urbaine que de pauvreté rurale. Donc c'est un autre élément de la crise rurale. Un autre indicateur qui est un peu le déclin de l'agriculture dans les espaces ruraux. Alors je n'ai pas trouvé des statistiques nationales récentes sur le déclin de l'agriculture dans l'espace rural, par contre j'ai trouver des statistiques sur le déclin de l'agriculture d'une manière générale, dont l'emploi par exemple. L'agriculture ne représenterait aujourd'hui que moins de 10% de l'emploi de la population active occupée, alors qu'il y a un peu moins de 20 ans, enfin il y a 20 ans, on était à quelque chose comme 19%. Donc là aussi, déclin relatif,
malgré le développement de l'agriculture. Déclin relatif de l'agriculture dans l'emploi d'une manière générale. Alors, la crise agricole, c'est aussi d'autres indicateurs. C'est d'abord dégradation de l'environnement et crise des ressources naturelles. Il y a une forte dégradation des ressources naturelles, sous l'effet, bien sûr, de la pression démographique, mais c'est aussi sous l'effet des changements climatiques et des éléments de la nature. Donc, on a tout ce qui est désertification, dégradation des parcours. Toute une partie de nos zones rurales, les zones typiques, sont aujourd'hui subissent cette dégradation, l'érosion et perte des sols dans les bassins versants des zones de montagne, dégradation du couvert forestier, le peu de forêt que nous avons se dégrade, et la surexploitation des ressources hydriques. Bref, il y a une crise des ressources naturelles qui s'accentue, qui devient de plus en plus importante et qui questionne sur le devenir justement de cette ruralité. Mais le rural, il n'y a pas que ces éléments de crise, c'est aussi autre chose. C'est aussi des acquis en matière d'infrastructures. Il y a eu énormément d'infrastructures qui ont été réalisées ces 20 dernières années, beaucoup d'équipements, de routes, d'infrastructures de transport, d'éducation. L'école est partout, les lycées sont partout, les CM sont partout. Il y a eu le raccordement au réseau, on a quand même le taux d'électrification le plus élevé, l'un des plus élevés au monde, le gaz dans les zones rurales. Le logement rural, il y a un programme considérable qui a été réalisé en matière de logement rural et donc l'amélioration des conditions d'habitat dans les espaces ruraux, même si c'est discutable en termes de qualité, etc. Mais en tout cas, il y a eu un effort en ce sens. Et je disais tout à l'heure, développement agricole considérable. Donc là, j'ai mis le chiffre qui a été repris par le SNAT, qui est de 9% de taux de croissance annuel. Il y a aussi des potentialités qui ne sont pas exploitées. Les potentialités, la frontière agricole reste ouverte. Donc il y a potentialités agricoles, mais il y a aussi des potentialités touristiques, il y a des potentialités énergétiques pour les énergies renouvelables. Le rural, c'est l'espace. L'espace, c'est aussi un réceptacle pour les industries de l'énergie renouvelable de demain, etc. Toujours dans le rappel des évidences, je dirais, vous allez m'excuser si je suis long sur cette question de rappel des évidences. Nous, en économie rurale, on a tendance à dire que le développement rural ne se résume pas au développement agricole. On rappelle ça souvent dans les études. Mais dans le contexte algérien et dans le contexte de beaucoup de territoires ruraux, le poids de l'agriculture reste quand même important. Donc, une crise agricole peut impacter lourdement la dynamique de développement d'un territoire rural lorsque d'autres leviers de développement ne sont pas disponibles. Un développement agricole vigoureux et de longue période peut, à l'inverse, promouvoir le développement rural. Je vais vous donner 2 exemples de cette relation. Alors, nous avons la crise de l'agriculture pluviale. L'Algérie vit une vraie crise de l'agriculture pluviale. Et l'un des espaces qui subissent le plus la crise de cette agriculture pluviale, c'est les zones typiques. Les zones typiques aujourd'hui, où on a l'agropastoralisme, qui valorise les ressources naturelles des parcours avec une céréaliculture pluviale rudimentaire. Cet espace est aujourd'hui en crise parce que le modèle agricole, je reviendrai, agropastoral, n'a pas évolué. Et donc nous avons la crise de l'agropastoralisme et la déprise rurale dans les zones concernées. Je peux aussi donner l'exemple de la filière céréale pluviale qui est aussi en crise et beaucoup de territoires qui ne font que de la céréaliculture sont aujourd'hui dynamiquement, sur le plan économique, ce sont des territoires qui sont en difficulté aujourd'hui. Et à l'opposé, nous avons le développement de l'agriculture irriguée, véritable moteur de croissance de l'agriculture. Tout ce que je disais tout à l'heure, croissance importante de l'agriculture, ça s'est réalisé presque uniquement dans les terres irriguées, qui ont connu une extension considérable. En 20 ans, on est passé de quelque chose selon les statistiques officielles, et je mets des guillemets sur les statistiques officielles parce que c'est difficilement vérifiable. On serait passé de 400 000 hectares à quelque chose comme 1,4 million d'hectares. On aurait gagné en 20 ans l'équivalent de 1 million d'hectares irrigués, je ne sais pas, mais en tout cas c'est ça les statistiques. Et c'est sur ces terres-là, sur ces 1,4 million d'hectares, que la dynamique de croissance agricole a eu lieu. Et là où se trouvent ces zones irriguées, c'est là où il y a eu plus de dynamique. Et certaines des zones qui accueillent ces périmètres irrigués ont connu des dynamiques, pas seulement agricoles, mais aussi rurales, et on va le voir. Alors, je ne sais pas ce que vous voyez bien clairement ici. Là, c'est la crise du pastoralisme et le déclin des zones pastorales. J'ai 2 indicateurs. Alors, l'élevage pastoral se concentre dans 3 ou 4 wilayas typiques. Comme on le voit, c'est Djelfa, c'est Tiaret, la Gualte et le Bayer, qui concentrent l'essentiel de l'effectif ovin, l'effectif de l'activité agropastorale.
Et ce sont les mêmes zones des hauts plateaux centre, est et ouest, mais surtout centre, qui ont les indicateurs de pauvreté les plus élevés. Donc, l'élevage est en difficulté, l'agropastoralisme est en difficulté, ça se voit immédiatement sur les conditions de vie, et on a les indicateurs de pauvreté qui sont les plus élevés. Le modèle agropastoral est en crise techniquement, il n'arrive pas à se renouveler techniquement, et les solutions qui ont été trouvées, apporter de l'alimentation, ça n'a fait qu'accentuer la crise. Donc il y a eu deux innovations dans le modèle agropastoral. L'introduction d'alimentation importée, ce qui a renforcé la crise, et l'irrigation qui ne s'est pas généralisée et qui est très limitée. Et donc le modèle ne se renouvelle pas, et la crise, elle est là. Et ça crée, ça se conjugue à une crise écologique. La désertification, la sécheresse, ça réduit les ressources et tout le modèle. Et après, ça déteint sur une crise économique importante. A l'inverse, nous avons toute la dynamique de mise en valeur, toute la dynamique de développement de l'agriculture irriguée, qui a été essentiellement orientée sur les cultures maraîchères, mais aussi l'arboriculture, deux grandes filières qui se sont développées ou qui se développent dans cette agriculture irriguée. Et ces 20 dernières années, des zones rurales qui étaient complètement enclavées, oubliées, qui n'existaient pas, par la magie de la mise en valeur et le développement agricole, ont connu un développement économique beaucoup qui dépasse l'espace agricole, la sphère agricole, pour aller vers l'espace rural et qui se sont développés. Là, je donne quelques indicateurs sur le développement de la filière maraîchère qui occupe un tiers des superficies irriguées en Algérie, à peu près, et qui a donc pendant 20 ans connu une croissance des superficies de 100%, il y a une multiplication par 2 des superficies réservées aux cultures maraîchères, mais une multiplication de 3,4 pour la production, ça veut dire qu'il y a une amélioration des rendements et une intensification importante de la production maraîchère. Alors, juste un mot pour ceux qui... alors, on a 3 phases de croissance pendant les 20 dernières années. Les dernières années, vous voyez que la filière est en difficulté, que les superficies ne croient plus, et que les productions ne croient plus. Et donc, on peut être dans la phase de la fin de la dynamique d'expansion des superficies irriguées et de la dynamique maraîchère. C'est ce que nous avons les premiers indicateurs qui nous disent que début des années 2000 et début des années 2010, on a connu le faste, la période la plus importante de développement du maraîchage. Là, on est en train de vivre une période un peu plus difficile qui annonce peut-être le ralentissement et j'espère pas le déclin de cette filière. Alors, la dynamique maraîchère, l'agriculture irriguée d'une manière générale et la dynamique maraîchère en particulier, ne s'est pas faite d'une manière homogène sur tout le territoire, elle s'est faite d'une manière très concentrée sur le territoire. Il y a un indice de concentration très élevé, j'aurais dû mettre l'indice, on a calculé l'indice de concentration des superficies par wilaya et on a une tendance à l'augmentation de la concentration des superficies. Je vous donne juste ici quelques indicateurs de cette concentration. Donc nous avons quelques wilayas qui totalisent à elles seules, par exemple, Biskra 24% de la production maraîchère nationale, El Oued 16% de la production maraîchère nationale, alors que des wilayas comme Aïd Defla, comme Tipaza, qui traditionnellement été le fief de la production maraîchère, ont perdu de leur poids dans la masse. Alors, dans ces territoires, Biskra, El Oued, peut-être dans des petits territoires encore plus petits, notamment Msila, du côté des Ma'del, pour ceux qui connaissent, etc., le développement ou la dynamique agricole a favorisé le développement rural et il y a tout un cluster économique qui s'est développé dans ces zones. Autour de Biskra, il y a un cluster plasticulture dans lequel il y a bien sûr l'agriculteur, mais il y a toutes les entreprises d'amont et d'aval qui approvisionnent cette industrie agricole, cette agriculture intensive, et qui ont créé autour une dynamique rurale, des marchés de collecte ruraux qui sont très dynamiques et qui créent de l'emploi, des entreprises de services, des entreprises d'approvisionnement, des entreprises un commerce important des intrants. Et autour de toutes ces activités-là, il y a toute une dynamique rurale qui s'est créée, de la richesse qui se
créent localement, qui se redistribuent localement et qui a créé en définitive une dynamique de développement rural considérable. La même dynamique a été observée à l'ouest autour de la pomme de terre et ces pôles, même s'ils connaissent des crises, pour l'instant, les 20 dernières années, ils ont une capacité de renouvellement qui est considérable et grâce à leur capacité d'innovation et capacité d'innovation de l'ensemble des acteurs. L'agriculture ici n'est qu'un prétexte. La dynamique est portée par les acteurs du cluster qui sont dans l'amont et dans l'aval plus que dans l'agriculture elle-même. Alors, j'arrive au premier, à l'objet principal de mon intervention qui était la typologie des agriculteurs. Donc, dans toute cette dynamique, qui sont les agriculteurs aujourd'hui en Algérie? J'ai essayé de faire une typologie sur la base de 5 critères que j'ai repris de la littérature dominante. Et donc, il y a 5 critères que j'ai retenus pour faire une typologie générique. Elle n'est pas pour l'instant indexée à un territoire, c'est une typologie qui a une ambition d'être générique. Premier critère, c'est la nature de l'unité de contrôle de l'exploitation agricole et sa rationalité. Deuxième critère, c'est l'implication directe des membres de l'unité de contrôle, le ménage ou autre, dans le travail agricole, le management ou les tâches agricoles. La destination de la production, entre consommation, marché. La place de l'exploitation dans le système d'activité des unités de contrôle. Est-ce que c'est l'activité principale? Si c'est un ménage, est-ce que c'est son activité principale? Ou est-ce que c'est une activité secondaire parce que le ménage a aussi d'autres activités économiques en parallèle? Nous sommes dans une analyse de rural et la pluriactivité est devenue une règle dans le territoire rural et donc c'est une dimension importante. Et puis le dernier critère, le cinquième, c'est le niveau d'intensification capitalistique de la production. Et donc on a plusieurs valeurs possibles à ces critères et ça nous donne cette typologie que j'ai résumée très rapidement. Alors, nous avons une grande catégorie d'exploitation, ce que je qualifie moi les exploitations familiales. Les exploitations familiales avec des unités de contrôle, c'est autour du ménage, c'est le ménage qui contrôle l'exploitation. Ça peut être avec un chef, un seul chef, ça peut être avec une unité collective, avec plusieurs, une fratrie ou des cousins qui font une seule entreprise. Et donc, dans ces ménages, on peut avoir une diversité du poids de l'agriculture dans l'économie du ménage. On peut avoir l'agriculture comme unique activité. On peut avoir l'agriculture comme activité principale mais pas unique. On peut avoir l'agriculture comme activité secondaire. Mais on peut avoir aussi l'agriculture comme, y compris dans les exploitations familiales, comme une activité marginale, voire comme une activité de loisir. Ça, ce sont de nouveaux profils qui sont en train d'émerger. Donc, vous voyez que les acteurs, les exploitations familiales où l'agriculture est unique, on peut aussi les distinguer par activité unique, comme en fonction de leur orientation productive intensive ou pas, et en fonction de l'orientation de la production vers le marché exclusivement, vers le marché et l'autoconsommation aussi, selon des catégories. Et ça nous donne donc ces 6 catégories d'exploitation agricole. Et j'essaie un peu de retracer leur profil. La première catégorie, l'exploitation familiale type marchande intensive. Le profil des agriculteurs dans ce type d'exploitation, ce sont des entrepreneurs qui investissent beaucoup, qui prennent des risques, qui ont souvent accumulé dans l'agriculture et donc qui sont d'origine rurale et qui ont un ancrage au territoire qui est important. Deuxième catégorie qui sont marchandes mais semi-intensives, c'est typiquement les exploitations des grandes cultures, des céréales qui ne sont pas très intensives mais qui sont essentiellement orientées dans le marché, produisent pour le marché. Donc nous avons des agriculteurs traditionnels. Le mot ici c'est agriculteur traditionnel, il a hérité l'agriculture, il n'est pas dans une logique d'amélioration, d'intensification, etc. Gestion des contraintes naturelles, ils sont plus contraints par les climats pour adapter leur itinéraire technique au climat plutôt que d'adapter leur itinéraire technique pour augmenter le profit et la rentabilité. Ils sont généralement d'origine rurale avec un fort ancrage territorial. Les exploitations avec une orientation marchande, partiellement marchande, et une intensification limitée, et ça peut être des exploitations où l'agriculture est secondaire. Ce sont généralement des agriculteurs pluriactifs qui travaillent dans l'espace rural, qui ont une activité et qui font de l'agriculture comme une activité secondaire parce qu'ils ont hérité d'une terre où ils ont un potentiel foncier, donc ils le valorisent, mais ce n'est pas l'activité principale. Et il y a d'autres qui travaillent en dehors de l'agriculture et qui ont une terre qui la destinent pour le jardinage, pour l'autoconsommation. Et on a une dernière catégorie qui est nouvelle, ce sont les gens qui acquièrent de la terre, mais dans une logique de loisir ou de plaisir.
c'est-à-dire c'est les néo-ruraux si vous voulez. Ça peut être des gens qui sont dans des petites villes moyennes et qui vont acheter une terre pour faire du jardinage le week-end, pour faire de l'agriculture le week-end quand ils ont des excédents et les vendent, mais ce n'est pas nécessairement une activité qui est... Alors là, c'est cette catégorie, là on a les exploitations patronales et les exploitations de firmes. Donc retenez la première grosse catégorie, c'est les exploitations familiales. Et j'ai vu les différentes variantes de l'exploitation familiale. Là nous avons les exploitations patronales où la famille n'est pas impliquée, c'est juste un agriculteur qui travaille avec un frère ou avec un fils, mais qui recrute de la main-d'œuvre permanente salariée pour faire le travail agricole proprement parlé, et le patron ne s'implique généralement que dans le management de l'exploitation. Et toutes ces catégories, qu'ils soient patronales ou de firmes, c'est des exploitations qui sont intensives, orientées exclusivement vers le marché. Les seules variantes, les seules choses qui les différencient, c'est le poids de l'exploitation agricole, de l'activité agricole, dans le portefeuille d'activité du propriétaire. Est-ce que c'est une activité unique? Est-ce qu'elle est secondaire? Est-ce qu'elle est marginale? Alors généralement pour les patronales, nous avons des exploitations qui sont uniques, l'activité unique de l'exploitant. Dans ce cas, nous avons le profit de terrain, c'est des entrepreneurs d'origine rurale qui ont accumulé dans l'agriculture, qui ont un fort ancrage au territoire. Ça ressemble un peu à l'agriculteur familial de tout à l'heure, qui est la première catégorie. Mais la différence ici, c'est qu'il y a moins d'implication de la force de travail familiale dans l'exploitation et le recrutement de main-d'œuvre salariée permanente qui s'occupe d'une bonne partie des activités agricoles. Nous avons une exploitation patronale où l'activité agricole est principale, mais il peut avoir une autre activité. Généralement, ce sont des gens qui sont d'origine urbaine, qui ont investi dans l'agriculture, qui viennent d'un autre secteur et qui investissent dans l'agriculture et qui mettent beaucoup d'argent dans l'agriculture et qui développent l'agriculture, avec un ancrage territorial très variable en fonction des profils personnels des individus. Et on a aussi des exploitations patronales pour qui l'agriculture familiale, l'agriculture est secondaire. Et on a vu beaucoup d'exemples comme ça, des architectes qui ont des cabinets, des médecins qui ont des cabinets, et qui ont accumulé, qui vont investir dans l'agriculture, ils recrutent des agronomes qui gèrent leur exploitation, mais eux, ils sont totalement détachés de cette exploitation, et ça peut être aussi un grand commerçant, ça peut être un immigré qui est installé à Dubaï et qui a accumulé et qui vient investir dans une exploitation, il recrute un ingénieur, et il vient, souvent, il regarde, il s'implique dans la gestion un peu, mais il est vraiment détaché par rapport au territoire. La troisième catégorie, grosse catégorie, c'est l'agriculture de firme. L'agriculture de firme, c'est les entreprises qui investissent dans l'agriculture. Et c'est le modèle que aujourd'hui l'État veut développer depuis 2011, c'est le modèle que l'État veut promouvoir. Et l'État veut inciter les entreprises à mettre de l'argent, à investir, les entreprises agroalimentaires, mais pas que, à investir dans l'agriculture pour engager leur capital, leur savoir-faire industriel dans la production et augmenter la production. Et là, nous avons des petites entreprises qui s'engagent dans l'agriculture, et donc l'activité agricole, pour eux, c'est une activité secondaire, mais qui est quand même importante. Et donc, nous avons l'exemple de la laiterie Soumam qui a investi dans l'agriculture, la laiterie Hagna, le groupe KTM. Donc, il y a plein de petits groupes qui viennent d'autres secteurs, soit de l'aval de l'agriculture, soit de l'amont, soit d'ailleurs, et qui investissent dans l'agriculture, mais tout en gardant leur activité industrielle ou commerciale de base et qui s'investissent dans l'agriculture. Là, l'ancrage territorial est quasiment absent. Pour eux, l'agriculture, c'est juste une activité comme une autre. On injecte de l'argent, on gagne de l'argent et on en transfère vers la ville où ils habitent. Donc, il y a vraiment un ancrage territorial très très limité. L'impact économique aussi de cette agriculture de firme, qui n'est pas très développée encore, est limité en termes de création d'emplois aussi. On supposait que ça allait avoir un effet d'entraînement en termes de création d'emplois sur les zones rurales, en termes de dynamisation autour des services, etc. Mais on se rend compte que ces firmes-là, généralement, sont ultra mécanisées, s'approvisionnent en intrant dans les villes du Nord parce qu'ils achètent de grosses quantités, donc ils vont acheter chez les grossistes, etc. Donc ils ont un très faible impact sur la dynamique locale. Et on a aussi l'exploitation de firmes qui ne représentent rien dans le portefeuille d'activité de l'entreprise, que j'appelle mon marginal. C'est le cas de Consider, Sonatrach, Cévital, le groupe SIM qui investissent dans l'agriculture, mais dans le chiffre d'affaires global de ces groupes, l'agriculture ne représente rien, même si l'activité elle-même peut être très importante. Là aussi, leur impact sur le territoire est très très limité.
Je termine par cette... Non, c'est l'avant-dernière diapo, je vous rassure, ne vous inquiétez pas, je peux m'arrêter. J'ai encore le temps 2-3 minutes. Ok. Alors j'essaie un peu ici de résumer ce que je viens de dire. J'utilise un code couleur. Alors le bleu, c'est les exploitations, c'est le profil traditionnel de l'agriculture, si vous voulez. C'est les exploitations familiales, généralement marchandes, en difficulté d'intensification, autoconsommation, etc. C'est vraiment le profil des agriculteurs traditionnels, qui ont un fort ancrage territorial, ils sont très impliqués dans la vie sociale du territoire rural. Ils votent, ils sont aussi vecteurs de la culture rurale, ils sont vecteurs de l'identité rurale, des savoir-faire locaux, etc., etc. Mais se distingue dans cette catégorie des bleus l'exploitant entrepreneur, familial entrepreneur, qui lui est dans tout ça, sauf que économiquement il est plus performant et qui sa place dans la dynamique rurale est en train de changer par rapport à son pouvoir économique qui est en train d'acquérir dans les territoires ruraux. Nous avons l'exploitation familiale orientée vers le loisir. Ça aussi c'est nouveau, ça reste marginal en termes d'importance, mais quand même il faut l'observer. Il y a un retour vers le rural de certaines catégories sociales et donc c'est un phénomène à observer. Nous avons donc les exploitations patronales et les exploitations de firmes qui, elles, ont très peu, alors pour les exploitations patronales, ont un fort impact économique sur le territoire, et c'est ça ce qui fait la dynamique des territoires qui se sont développés. Par exemple, tout ce qu'on a vu à Biskra et à l'Oued, ce sont des entreprises patronales, des exploitations agricoles patronales, qui sont portées par des jeunes innovants, qui n'hésitent pas à se déplacer, qui investissent lourdement, et qui créent localement une dynamique très importante de transfert de technologie, d'intégration des agriculteurs locaux dans les filières agricoles nationales. Ils ont un réel impact économique sur les territoires où ils s'investissent. Les dernières, c'est les exploitations de firmes qui n'ont pour l'instant, parce qu'elles ne sont pas pour l'instant importantes, ni nombreuses, très peu d'ancrage territorial, très peu d'effets économiques sur le territoire. Et donc, la grande question par laquelle je termine, c'est quel type d'exploitation agricole promouvoir. Si aujourd'hui, les pouvoirs publics se font une idée que, parce que le principal objectif c'est la sécurité alimentaire et augmenter la production et réduire l'importation, on croit que le modèle capitaliste, la grosse ferme, la grosse entreprise est plus performante, et donc on est en train de tout mettre, tous les moyens sont en train d'être mis pour promouvoir l'agriculture de firme, alors que cette agriculture de firme a du mal à décoller. Son impact sur la ruralité est discutable, sur l'impact sur les territoires et leur dynamique est discutable. Et donc la question c'est quel modèle d'agriculture promouvoir, quel équilibre entre, peut-être qu'il ne faut pas privilégier un modèle, une diversité de modèles, on a besoin de tous ces modèles, mais à ce moment-là quel équilibre, quels instruments de politique publique peuvent être mis en place pour justement promouvoir les exploitations ayant un fort impact sur le développement territorial. Les exploitations en bleu que j'ai montré tout à l'heure, les héritières des exploitations traditionnelles qui n'arrivent pas à s'en sortir sur le plan économique, mais qui ont un vrai impact social et économique sur le territoire local. Comment les promouvoir? Quel type d'instruments de politique publique pour les encourager à continuer à être multifonctionnelles, parce qu'elles rendent aussi d'autres services au-delà de la production d'alimentation. Elles gèrent les territoires, elles gèrent le patrimoine immatériel local, elles transmettent l'identité locale, elles assurent l'occupation du territoire. Donc tous ces services qu'elles rendent à la société, comment aujourd'hui les rémunérer, à travers quel instrument de politique publique? Ces exploitations doivent être accompagnées pour ne pas disparaître et laisser place à d'autres. Comment renforcer le rôle des autorités locales dans la promotion des modèles agricoles? Pourquoi c'est à l'État central de penser les territoires dans leur diversité? Est-ce que c'est pas chaque territoire qui doit penser ses propres instruments, ses propres choix, ses propres équilibres sur quelle agriculture développer localement? C'est peut-être la petite dans certains territoires parce que c'est ce qui est voulu localement, parce que c'est ça ce qu'on veut pour le projet de territoire, ou d'autres territoires choisiront autre chose. Donc donner la main, comment le faire? Donner la main aux acteurs territoriaux pour penser la dynamique agricole, penser d'abord le territoire et penser la dynamique agricole dans le projet du territoire qu'ils se font eux-mêmes.
Et puis sur le plan académique, aussi, je termine sur ça, nous-mêmes, on est aussi interpellés. On a dit tout à l'heure que nous ne connaissons pas très bien les mutations dans les espaces ruraux. Encore moins l'impact de l'agriculture, j'en parle, mais je n'ai pas les éléments de mesure. Nous n'avons pas assez mesuré, parce que ça n'a jamais été un objet en tant que tel d'étude, mesurer la relation entre développement agricole et impact sur la dynamique sociale, sur les autres dimensions de la ruralité. Et donc c'est un appel que je me lance à moi et à nous tous pour engager des recherches sur justement produire des connaissances probantes sur l'impact économique, social, etc. des différents modèles d'agriculture. Et explorer des mécanismes de gouvernance territorialisée du développement rural. Ça aussi c'est une piste qui reste... Voilà, je vous remercie et désolé d'avoir pris beaucoup de temps.